À travers l'exemple des pesticides et des riverains qui sont exposés de manière plus générale à la population générale, au fond, se jouent des questions de démocratie, comme d'ailleurs sur beaucoup de sujets qu'on a évoqués jusqu'à présent, qui révèlent une tension entre enjeux de santé publique et intérêt privé, où se pose la question du rôle de l'État et de ses insuffisances dans sa capacité à réguler cette exposition et de faire en sorte que ce soit l'intérêt général et la santé de nos concitoyens qui passent avant des intérêts privés. Alors, une fois que j'ai dit ça, diapo suivante, le plan qui va s'afficher là, assez classique. Je vous donnerai quelques notions générales sur les pesticides, de quoi on va parler. Ensuite, rapidement vous expliquer pourquoi on parle d'un enjeu de santé publique, puisqu'il y a des données qui montrent qu'il y a une toxicité des pesticides chez les professionnels, et qu'on sait ça depuis longtemps, notamment les agriculteurs, et puis un problème de santé publique parce qu'aussi il y a des données de contamination notamment, même si elles ne sont pas nombreuses, et des données épidémiologiques sur les problèmes de santé qu'ont les riverains au contact des pesticides. Ensuite, je vous donnerai évidemment le point de vue de l'État au travers de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qui donne des avis, qui encadre les pratiques. Dans le cadre aussi de l'État et de l'exécutif, on parlera du cadre légal, et puis je vous donnerai quelques recommandations d'AMLP, donc alerte des médecins sur les pesticides. Je vous préciserai en 2-3 mots la mission sociale pour ensuite faire une conclusion. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît, les notions générales sur les pesticides. Donc, de quoi on parle quand on parle de pesticides auxquels nous sommes exposés? Il y a au moins 3 types majeurs, les herbicides notamment, qu'on retrouve dans les grandes cultures céréalières, les fongicides, surtout dans la viticulture, fongicides qui tuent les champignons, d'ailleurs qu'on retrouve aussi sur les traitements pour les hommes et aussi pour les animaux. On retrouve ces fongicides dans l'arboriculture et dans les grandes cultures. On parle des insecticides, donc ça vous connaissez bien aussi dans l'arboriculture. Et puis il y a aussi des pesticides à usage vétérinaire, quand on va mettre du produit sur le dos de son chat pour pas qu'il ait de puces, et aussi à usage domestique, notamment lorsqu'on va traiter les charpentes ou différents éléments de la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières discussions dans les différents Grenelles, il y avait une idée de stabiliser, voire de baisser la consommation de ces pesticides à l'échelle nationale. Le problème, c'est que dans la vraie vie, ça ne se passe pas trop comme ça, et qu'aujourd'hui, on a encore une augmentation de près de 12% ces 5-10 dernières années de ces produits. Donc ça reste une réalité en France et bien sûr en Europe et dans le monde, l'exposition à ces produits. Alors, je parlerai, moi, essentiellement dans ma présentation d'exposition d'enjeux spécifiques en lien avec l'exposition des riverains aux pesticides dans le cadre de pratiques agricoles. Je ne vais pas m'étendre sur la contamination alimentaire qui, de fait, touche tout le monde, qui est un vrai sujet en soi, mais on pourrait en parler des heures. Diapositive suivante. Alors, pourquoi on parle d'un problème de santé publique lorsque l'on parle de l'exposition des individus aux pesticides? D'abord parce que lorsqu'on parle des professionnels, et en grande majorité les agriculteurs, il y a pas mal d'enquêtes, d'études, vous en parlez de 3, les études Agrican, Piel et Depart notamment, qui montrent que, notamment chez les agriculteurs, paradoxalement ou pas, il y a moins de cancers liés au tabac, à l'alimentation, à la sédentarité, même si il y a des controverses autour de la méthodologie qui a amené ces résultats. En revanche, on retrouve beaucoup plus d'autres pathologies que celles qu'on retrouve dans la population générale, notamment la maladie de Parkinson, pas mal de cancers aussi, notamment de la prostate, bien sûr chez les hommes, des myélomes, donc les maladies du sang, des leucémies notamment, ça on le verra chez les enfants, et des tumeurs du système nerveux central, et puis dans certaines situations, des difficultés dans les délais à pouvoir concevoir. Ça, diapo suivante, ça a été réaffirmé dans les travaux de l'INSERM. Enfin, l'INSERM, c'est quand même un institut sérieux, hein, c'est pas des irrationnels excités, qui rappelle, dans le cadre d'une étude publiée en 2013, après 30 ans de littérature analysée,
qu'il y a des pathologies qui sont réellement retrouvées, prédominantes chez les populations qui ont été objectivement exposées aux pesticides. Et donc chez l'adulte, comme je vous le disais, il y a un niveau de preuve scientifique qui est très fort pour montrer une corrélation. On parle de corrélation, lorsqu'on parle de santé publique, entre l'exposition aux pesticides chez les agriculteurs et chez l'adulte et l'apparition de myélome, de leucémie, de lymphome malin non hodgkinien, de cancer de la prostate et de Parkinson, comme je vous le disais. Et puis, un niveau de scientifique un peu moyen, donc qui est quand même réel, dans l'apparition notamment de la maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs ou impact de la fertilité, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Et on sait aussi que l'exposition des femmes enceintes amène des troubles potentiellement importants chez leurs enfants à naître, avec en grande majorité 3 types de pathologies: des leucémies, donc maladie du sang, du système sanguin, des tumeurs cérébrales et des malformations congénitales, et dans une moindre mesure des morts fétales. Diapositive suivante. Alors pourquoi un enjeu de santé publique? Parce que dès lors que l'on va parler des riverains, on va aussi se rendre compte qu'il y a des corrélations entre notamment des morbidités, donc des maladies et des morbimortalités, des maladies qui entraînent des décès, et l'exposition à des produits. D'abord, en termes d'exposition, il y a un peu de données sur ce qu'on appelle données de contamination. Peu de données publiques, en fait. On voit bien que ça traîne en matière de recherche et qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs au niveau national, notamment, qui ont envie d'en savoir plus sur certaines choses. Ce que l'on sait, c'est que depuis 2013, notamment grâce à une étude produite par l'Institut national de veille sanitaire, c'est près de 90% de la population française qui contient dans ses urines des traces de pesticides, essentiellement dues à l'alimentation et à l'exposition des produits domestiques. On sait, dans une enquête de 2012, portée par Génération Future, qu'il y a 5 fois plus de pesticides ou de résidus de pesticides dans les cheveux des non-professionnels qui habitent à proximité des vignes, comparés à ceux qui habitent plus loin. Et ces résidus de pesticides, ils sont en lien avec des produits qui sont à plus de 50% cancérigènes ou perturbateurs endocriniens, des produits qui sont par ailleurs parfois interdits, notamment aux États-Unis, depuis pas mal d'années. Enfin, on sait, et je pense que Nino nous en dira beaucoup plus, parce qu'il est beaucoup plus spécialisé que moi sur ces questions, qu'en termes de pollution atmosphérique, selon les régions, selon la période de l'année, vous allez être plus ou moins exposé à différents pesticides, et notamment en région viticole, et notamment en région bordelaise, même si on peut aimer le vin, je crois qu'on mange aussi pas mal de pesticides lorsqu'il s'agit de traiter les vignes. Diapositive suivante. Donc, en termes d'épidémiologie maintenant, donc de données de morbimortalité sur les riverains, vous avez vu qu'on est passé des professionnels aux riverains après des observations de contamination, des données épidémiologiques. Là aussi, on a des études objectives, des études avec une méthodologie scientifique qui est validée, qui montre que chez l'adulte, pour les riverains, on a plus de risque de Parkinson dès lors que l'on va être à proximité de champs traités. Donc le risque de Parkinson dépend de la distance et de la taille des champs à proximité des lieux de vie. C'est une réalité. On a aussi une augmentation de l'incidence et de la proportion de ces problématiques en lien avec le nombre de champs et de terrains qui sont traités à proximité des lieux de vie. Enfin, pour les méningiomes, donc les tumeurs cérébrales, on sait aussi par des enquêtes qu'il y a une augmentation à proximité des grandes cultures. Chez l'enfant, des pathologies aussi majeures qui sont des problèmes de santé publique que vous connaissez et qui impactent le quotidien, des risques d'autisme. On sait que vous avez une augmentation du risque d'avoir une maladie du spectre autistique de plus de 60% dès lors que vous vivez à moins de 1,5 km d'un terrain exposé, dans une enquête qui date de 2014. On sait aussi qu'il y a une augmentation de la contamination par herbicide quand on est à proximité de cultures, notamment de maïs, qui sont traitées.
Voilà, et donc les pathologies qui ressortent le plus souvent, je les ai un petit peu évoquées tout à l'heure, et là ce sont chez les enfants des riverains, ce sont essentiellement les leucémies, les troubles du développement, les malformations congénitales et les tumeurs. Il me reste 5 minutes, ça va être impossible. Alors, je pensais que j'avais 3 quarts d'heure, moi. Alors, qu'est-ce que dit diapositive suivante, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire? Eh bien, en fait, l'évaluation d'exposition des riverains, elle se fait sur la base de méthodologies validées par l'Agence européenne, l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, qui s'appuie sur des données qui datent des années 80. C'est des données qui datent des années 80 et qui sont produites par des industriels. C'est quand même énorme, c'est une réalité. Et d'ailleurs, ces mêmes modèles qui sont contestables du fait de l'ancienneté des données, ils sont critiqués par l'ANSES elle-même quand on parle d'exposition des professionnels. De fait, il n'est pas possible, aujourd'hui dans les modèles actuels, de calculer les risques au-delà de 10 mètres d'épandage et au-delà de 2 heures d'exposition. On a fait des études pour des risques d'exposition à moins de 10 mètres et à 2 heures. Mais aujourd'hui, on en est là. On sait que dans un avis de juin 2019, l'estimation de l'exposition, en fait, elle doit porter sur les effets cumulés et synergiques de l'ensemble des substances auxquelles sont exposés les professionnels et les riverains. Et en fait, il n'y a pas vraiment de méthodologies qui sont validées sur ces questions-là. Donc, on voit que c'est quand même assez contestable aujourd'hui les supports sur lesquels l'ANSES et les autorités s'appuient pour définir des avis. Diapositive suivante. Pourtant, on sait qu'il y a une étude en 2019 qui rappelle que l'on va avoir à plus de 50 mètres des lieux d'épandage des produits phytopharmaceutiques, donc des pesticides qui vont continuer à être présents. On sait qu'ils vont continuer à se répandre, à s'accumuler pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et qu'il va y avoir des quantités de substances actives mesurées dans l'air qui sont élevées les jours qui suivent, voire les semaines après l'épandage, à plusieurs distances, voire plusieurs centaines de mètres des lieux. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'en fait, comme je vous le disais avant, les scénarios de protection ils sont basés sur des distances maximum 10 mètres et pas plus de 2 heures. On voit que c'est largement insuffisant pour pouvoir mesurer le risque réel. En fait, une diminution des pesticides après l'épandage est certes réelle, mais les pesticides sont toujours là. Et ce qui est important, c'est que les substances s'additionnent entre elles dès lors que l'on a plusieurs champs qui sont traités. Donc en fait, il y a plusieurs expositions, mais qui ne sont pas prises en compte par les modèles de l'EFSA. Diapositive suivante. Chez nos voisins, je vais aller vite parce que j'ai plus que 2 minutes, c'est pas mieux, que ce soit en Wallonie, en Allemagne ou en Slovénie. Toujours beaucoup de risques aux expositions des pesticides. Diapositive suivante. Donc au total, pour l'ANSES, elle considère que la protection des riverains, elle est suffisante parce qu'elle répond, elle est prise en compte lors des autorisations de mise sur le marché, selon le modèle européen que je vous évoquais. Elle recommande quand même des distances de sécurité supérieures par mesure de précaution pour certains produits, ce qu'on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc, elle dit quand même, on n'est pas tout à fait sûr. On voit que nos méthodes sont un peu foireuses, mais voilà. Et puis, ce qui est aussi assez étonnant et inquiétant, c'est que les industriels recommandent des guides de bonne pratique aux utilisateurs en disant voilà, il faut bien respecter certaines règles parce que au fond, on peut imaginer une forme de transfert de responsabilité. On parle de produits qui sont énormément toxiques. Diapositive suivante. Alors la loi, elle s'appuie sur la loi à venir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Donc, on sait qu'on n'a plus le droit d'utiliser les pesticides dans les espaces fréquentés par les enfants, les aires de jeu, les espaces publics, et que si on veut le pulvériser, il faut avoir certaines protections, planifier les horaires d'épandage. Et puis, la loi Egalim, qui est un dernier dispositif, vient renforcer ce dispositif aux habitations. Avant, ça ne concernait pas les habitations. Un enfant qui était considéré comme vulnérable dans une crèche, on ne le considérait pas comme vulnérable chez lui. Bon, ça a un peu changé. Diapositive suivante.
Concernant donc la loi, en ce moment et dernièrement, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu des décrets à l'arrêté avec une consultation publique qui, de notre point de vue, met en avant deux défauts majeurs. On demande notamment aux acteurs de monde agricole en région de générer des chartes de bonnes pratiques, mais de notre point de vue, la protection est encore ignorée, la protection des travailleurs agricoles et des riverains. Pourquoi ? Parce que l'on parle toujours de distance de 2 à 10 mètres d'épandage et pas plus. Or, je vous ai montré que même à plus de 50 mètres, il y avait énormément de produits qui étaient encore actifs et qu'il n'y a pas eu un renforcement du cadre de la législation et que d'ailleurs, pour les travailleurs agricoles, il y a des dérogations possibles en matière de délai de réentrée. Ça veut dire que vous pouvez réentrer, normalement vous ne pouvez pas rentrer sur votre champ après un certain nombre d'heures quand vous avez traité. Là, il y a des dérogations pour le faire. Donc, largement insuffisant. Diapositive suivante, et il me reste combien ? 20 minutes ? Non, il me reste deux diapos, hein, d'accord ? Il me reste 2 diapos. Au global, ce que revendique Alerte Médecins sur les pesticides, d'abord la mission sociale, une vocation évidemment de protection de la santé, l'environnement, avec plusieurs modalités d'action, que ce soit l'aide à la définition de maladies professionnelles, l'obtention du caractère professionnel d'une maladie pour des malades, c'est du plaidoyer sur des zones tampons, sur la nécessité de pouvoir instaurer des signalétiques là où des espaces publics ont été sulfatés, c'est travailler sur tout le plaidoyer d'autorisation de mise sur le marché, évidemment c'est plaider pour une baisse, une disparition des pesticides. Les mesures préconisées que je vous évoquais avant, notamment de pouvoir sulfater, épandre dès lors qu'il y a dès lors qu'on respecte un certain timing de temps, sont largement insuffisantes. Et vraiment, pour pouvoir limiter les risques, ce qui est objectivé, ce qui est clair, c'est qu'il faut des zones tampons, c'est-à-dire des endroits où on ne traite pas avec ces pesticides. Et d'ailleurs, on pourrait à ce moment-là favoriser le développement de l'agriculture bio. Et il faut de plus en plus limiter ces produits CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens aussi et neurotoxiques, parce que c'est comme ça qu'on limitera le risque de problèmes de santé. Dernière diapo, et donc une sortie évidemment un peu plus politique, vous l'aurez compris, sur ces enjeux objectivés de controverses scientifiques. Et pour faire référence à la table ronde sur le droit à un environnement sain, on voit bien que la protection des riverains, de la population en général, en France vis-à-vis des pesticides, c'est vraiment un parcours du combattant. J'ai l'impression aussi de faire du plaidoyer pour la migration avec les mêmes échos en face, c'est-à-dire pas grand-chose et rien, forme de radicalisation. Et il y a bien une tension entre enjeux de santé publique, vous l'aurez compris, et intérêts privés, et notamment de la place des lobbies qui est très conséquente. Aussi, le lobby agroalimentaire, y compris au sein de syndicats, pour faire la pluie et le beau temps en faveur de leurs intérêts plutôt que de l'intérêt général et de la santé de nos concitoyens. Et donc, se pose la question des insuffisances de l'État en matière de régulation. Et moi, je me permets de parler d'une forme d'irresponsabilité politique parce que l'on a bien l'impression que l'État est beaucoup plus soucieux de préserver le modèle agricole actuel que de vraiment de générer des controverses scientifiques qui sont accablantes. Et vous l'aurez compris au regard de ce que je viens d'évoquer, avec, comme le rappelait ma collègue Catherine tout à l'heure, tout un tas de stratégies pour noyer la recherche, produire beaucoup de données qui ne sont pas forcément intéressantes pour noyer les retours d'enquêtes qui, elles, le sont, intimider les chercheurs, créer le doute, comme Stéphane Foucard l'a rappelé aussi dans différents ouvrages. Donc on est dans la culture de ce que j'appelle un obscurantisme institutionnel assumé qu'il faut dénoncer. On voit bien aussi que les autorités n'ont pas peur de malmener la cohésion sociale en jouant de la tension entre le monde agricole et les autres, avec un contexte d'agribashing qui a été mis en avant, alors que le sujet n'est pas de pointer du doigt les agriculteurs, mais bien au contraire de les accompagner dans une transition pour le mieux de leur pratique et pour le mieux de la santé de tout le monde. Et puis, on voit bien aussi, au travers des arrêtés anti-pesticides qui ont été évoqués tout à l'heure, par des maires qui sentent que leur population est mise en danger, qu'il y a une mise en péril de la santé de leurs concitoyens et que donc il y a une
urgence sanitaire, comment finalement, là aussi, les élus se divisent. Donc on est, de mon point de vue, devant une responsabilité politique qu'il faut combattre. Et je terminerai ma présentation par cette phrase que, de mon point de vue, du bien-être des agriculteurs, accompagné vers une transition bio par des décisions politiques nationales qui soient moins frileuses et d'un État qui serait plus soucieux de l'intérêt général et de la biodiversité que de la défense d'intérêts privés, du bien-être de ces agriculteurs dépend aussi notre santé à tous et par là même celle de notre démocratie. Je vous remercie.